Merci beaucoup d'être venus ce soir, nombreux. On est désolé parce qu'on a un petit problème de micro. Enfin, Michel a une très bonne voix, et moi aussi, même si elle est embrumée par le rhume. Donc voilà, merci d'être venus nombreux. Alors pour certains, vous ne connaissez pas les universités populaires, ben, c'est l'occasion. Donc on arrive là dans la troisième conférence du cycle sur la vie. Et on est très content parce que bon, la vie, c'est une notion extrêmement multiple, complexe, et qui a à voir avec le récit, qui a à voir avec la manière dont on a de se la raconter sa vie. Et c'est aussi bien sûr l'objet du théâtre. Donc ce sera l'objet de la conférence de Michel Rival, que vous connaissez, hein, mais je le représente quand même. Donc Michel Rival qui est metteur en scène, comédien et formateur, mais il en dira plus sur lui-même. Je profite du fait que j'ai la parole pour vous indiquer, donc les universités populaires, le principe c'est la gratuité, bien sûr le bénévolat, l'ouverture à tous. Cependant, si le cœur vous en dit, nous avons une petite boîte devant comme un petit chapeau. Enfin c'est une boîte en fait, elle commence à être un peu moche. Mais elle accepte les petites pièces. Certains d'entre vous ont coutume d'adhérer. Certains d'entre vous ont oublié de le faire. C'est pas grave, mais si vous y pensez, c'est chouette. Vous avez vu comment je suis aujourd'hui. C'était ça. Et puis pour vous dire, alors la suite maintenant, la suite des universités populaires, une fois que vous aurez vécu cette très belle soirée avec nous, bah, vous savez, alors après, il y a un petit pot de l'amitié. Et puis après, si vous souhaitez renouveler l'opération, la prochaine fois, donc, ce sera le 22 février, et ça portera sur toute autre chose, ça portera sur la valeur de la vie, et avec le mouvement Black Lives Matter. Et là, ce sera donc des jeunes étudiants de Nantes qui viendront nous présenter leur association. Voilà. Bah, merci beaucoup, et puis très bonne soirée. Voilà. Merci. Merci, Michel. Bien, merci à vous tous d'être venus ce soir, parce que je sais qu'il y a un programme chargé culturellement sur France 2 ce soir, avec Mbappé, donc je vous remercie de m'avoir choisi, de nous avoir choisis. Un grand merci au banc public pour leur invitation, à Antoine, avec qui on a travaillé, on a commencé à réfléchir à cette thématique sur laquelle je vais revenir, théâtre et vie. Et puis d'abord, un joyeux anniversaire au banc public, parce que c'est 10 ans quand même, cette année, c'est ça? Donc un joyeux anniversaire à vous. Alors, ceci dit, je vais donc... Vous m'entendez bien, Daniel? Ça va, vous m'entendez bien? Ouais. Alors, on est parti environ sur 40 minutes. S'il y a un moment, il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas à me faire un petit signe, et j'essaierai de prendre en compte votre demande. Parce que des fois, je suis pris dans le flot. Alors, dans la présentation, on est parti sur cette citation de Shakespeare, parce que théâtre et vie, évidemment, il ne manquait plus que et Dieu et l'univers, enfin, voilà. Donc, il a fallu quand même faire une espèce de rétrécissement, mais quand même, Shakespeare amène « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Donc là, ça va nous faire glisser tranquillement sur la question de nos vies, et je vais y revenir tout à l'heure sur la question du théâtre et vie. Alors l'idée, c'est université populaire, donc on se pose des questions, on réfléchit ensemble. Je sais qu'il y a des personnes qui sont investies dans le théâtre, dans la culture. Évidemment, on pourra mutualiser nos savoirs, c'est l'objet de ces soirées, sur des savoirs collectifs. Alors, tout d'abord, on peut se poser des questions très simplement. C'est la vie, est-ce que c'est le thème qui est central et qui est décliné tout au long des cycles de conférences organisés par les bancs publics, hein. Nadia en a parlé, il y a eu un thème sur la fin de vie, sur la vie et la démographie, la valeur des vies et d'ailleurs, le biopolitique qui va être vu, les vies édifiantes. Alors c'est un cycle 100% bio, hein. Vous l'avez remarqué. Et ce soir, on va essayer de s'intéresser ensemble à la relation que l'on peut faire entre le théâtre et la vie. Autrement dit, est-ce que le théâtre est soluble dans la vie ou est-ce que la vie est soluble dans le théâtre? Vaste question. Alors,
Plusieurs questions émergent, et là, je voudrais vous les soumettre. Et si la vie est un théâtre dont nous serions les auteurs et les acteurs, qu'en est-il de nos expériences vécues, de nos récits de vie, les récits que nous faisons sur nos histoires, qui nous traversent? Que faisons-nous de ces histoires et pour quelle narration? Comment la médiation théâtrale peut permettre de re-questionner les expériences vécues? Quelles sont les déclinaisons possibles, en fin de compte, entre le théâtre et la vie? Alors, je vous propose de regarder en quoi l'expression théâtrale nous relie à la vie et comment elle peut nous aider à réfléchir notre vécu. Alors, clairement, ce soir, mon propos ne se veut absolument pas exhaustif. Il ne se veut pas du tout centré sur l'esthétique artistique et encore moins sur la critique et encore moins, puisqu'on parlait d'Mbappé, sur le rapport à la performance. Donc, on va essayer de prendre ce chemin-là ensemble. Évidemment, il y a des manques, on pourra les compléter dans nos recherches, mais d'ores et déjà, je demande votre indulgence. Alors, le programme de la soirée, on va être comme au théâtre. Déjà, là, on est dans un amphithéâtre. Tout à l'heure, on a eu un petit prologue avec des questions techniques. Vous avez vu comment au théâtre, on choisit de regarder là où on a décidé. C'est-à-dire que moi, j'étais là, mais vous étiez quasiment tous centrés sur ce qui se passait ici. Est-ce qu'ils vont régler l'histoire du son? Il y avait une espèce d'intrigue qui commençait à se tisser tout à l'heure. Alors, on va commencer par un prologue. On va le faire en 3 actes. Un acte où je vous proposerai d'aller sur le terrain du théâtre, que j'ai nommé dans tous ses éclats de vitalité, mais il en manquera certainement. Ensuite, je vais essayer de vous amener sur ce qui constitue, moi, ma pratique actuellement, sur le récit de vie, le recueil des récits et sur les histoires de vie, en lien avec la médiation théâtrale, le théâtre sur mesure, je m'en expliquerai. Et puis, en dernière partie, je vous donnerai des exemples très pratiques de terrain que j'ai pu mener, qui sont des mini-histoires en quelque sorte, où on essaiera de comprendre quelle était la demande, quels étaient les objectifs, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait avec les gens, et qu'est-ce que ça a pu donner au résultat. Et bien évidemment, un petit épilogue avec 2 intermèdes que je vous proposerai tout à l'heure. Alors, pour prolonger un peu la présentation qui a été faite par Nadia, déjà, c'est important de pouvoir déterminer d'où on parle. Alors moi, je m'appelle Michel Rival, j'habite à La Roche-sur-Yon depuis 1984. J'habitais à Nantes, dans une cité populaire. Je viens d'un milieu culturel ouvrier et j'ai vu mon premier spectacle de théâtre à l'âge de 22 ans. J'en ai vu à la télévision, au théâtre ce soir, dont un qui m'a beaucoup marqué. Mais vous voyez, la pratique théâtrale, j'ai pu l'esquisser et la rencontrer très tardivement. Bien entendu, tout au long de mon parcours qui était plus centré sur le travail social, j'ai pu, grâce à l'éducation populaire des années 80, faire une formation artistique, théâtrale, avec des metteurs en scène, avec des comédiens, et puis travailler dans une compagnie de théâtre qui était montée à La Roche-sur-Yon, Gresly-Philibert-Tambour à l'époque. Et après, j'ai investi une autre compagnie de théâtre à Nantes, à toute vapeur, j'y reviendrai. Et tout au long de ce parcours, en dehors des spectacles qui étaient montés, en dehors de la formation qui était dispensée, je me suis retrouvé avec un objet un peu bizarre, de recueillir des récits de personnes étrangères, d'immigrés, de femmes, de chefs d'entreprise, de détenus, et pour en faire, ou en tout cas essayer de tisser avec eux quelque chose qui avait de l'ordre d'un texte de fiction, à partir de leur histoire, et à partir de ce qu'ils pouvaient me relater. Donc je me suis posé des questions et j'ai repris des études à 50 ans sur un DU, un diplôme universitaire à dispenser à l'université de Nantes qui s'appelle le DU Histoire de vie, où là j'ai commencé à m'interroger avec des collègues sur qui tu es toi pour recueillir les récits, qu'est-ce que ça fait de donner son récit à l'autre, etc. Et là on était dans le cadre de la formation et des sciences de l'éducation et de la formation. Alors, ce soir, je vais, comme je vous l'ai dit, relater un peu mon expérience. Mais tout d'abord, je vais vous mettre à contribution, puisqu'on va partir un peu sur ce mot-là, qui est notre premier concept. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui vous évoque. Quand vous voyez ce mot-là, théâtre, qu'est-ce qui vous vient? Comme ça. Vous étiez un peu plus volumineux. Scène, Rideau, jouer.
Molière. Acteur, présentation. Molière. Molière. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Décor costume. Réplique. Impro. Improvisation, oui, impro. Texte. Trou. Trou. Oui, trou. Souffleur. Ah ouais, ça existe encore, ça. Ouais. Chaleur. Ah oui, chaleur, ouais, théâtre, ouais, on pourrait même jouer sur les mots. Je sais pas, il vous vient d'autre chose, la jeunesse, là? Qu'est-ce que ça vous évoque? Mise en scène. Comédie. Travail. Trac. Mémoire. Mémoire. Ah oui, oh là là. D'accord, mais il y a plein de mots que vous avez amenés auxquels je n'ai pas pensé, moi, en plus. Alors, on va essayer de les mettre en ordre, si vous voulez bien. Donc, déjà, je vais partir sur le plus simple, si je puis dire, sur cet arabesque. Parce qu'on aurait pu parler des expressions, hein. On a entendu le théâtre des opérations, le théâtre de guerre, une pièce de théâtre, enfin, vous voyez, il y a plein de déclinaisons possibles. Le coup de théâtre aussi, on parle aussi dans la vie. Alors maintenant, moi j'ai essayé de les répertorier déjà par municipal. On est à La Roche-sur-Yon, on a un théâtre municipal qui date de 1845, qui a été construit, qui a été proposé par Napoléon lorsqu'il a fait son décret sur la création de la ville, et puis qui a pu être construit bien longtemps après, puisque c'est un théâtre à l'italienne. Et déjà, le théâtre à l'italienne va nous faire rentrer dans la vie, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, la disposition du théâtre à l'italienne, il y a un parterre, il y a des balcons, il y a des loges, il y a même la loge, il y avait la loge du maire, vous voyez déjà, et puis il y a le paradis en haut, déjà il y a les baignoires, ouais, il y a les baignoires, et déjà il y a les classes sociales qui s'organisent indirectement. Alors, j'y reviendrai, et puis il y a des codes au théâtre. Hein, il y a des superstitions. Donc déjà, vous voyez, on n'est pas forcément dans l'acte de représentation, mais on est aussi dans tout ce qui entoure la question de ce lieu-là, qu'est le théâtre municipal. Alors, vous m'avez parlé de jouer. Et le jeu, c'est vrai que c'est quand même un élément important. On va parler de jeu dramatique, on va parler de jeu théâtral. Il y a même maintenant, depuis longue date, heureusement, des options théâtre, des ateliers théâtre. Mais le théâtre, il est utilisé aussi dans la formation, dans les jeux de rôle. Il est utilisé dans cette construction qu'on a tous eue quand on était enfant. Le comme si. Jouer à papa à un moment, de jouer à la marchande. C'est-à-dire cette faculté à se transposer avec des codes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi de mon temps, on disait go quand on s'arrêtait de jouer, parce qu'il y avait une transgression, il y avait quelque chose où on avait bien intégré cette frontière entre le jeu et la réalité. Faire semblant. Faire semblant, voilà, on est là-dedans. Voilà. Et puis, pour illustrer ce qui s'est passé tout à l'heure, juste titre, et qui est une phrase que moi j'ai repris dans L'espace vide de Peter Brook, sur la question du jeu, où Peter Brook il dit, page 25 de L'espace vide, je vous montrerai le livre, « Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé. » Donc vous voyez, déjà, on est dans une théâtralité. Déjà là où on est. Même le silence fait partie de cette théâtralité. Ok ? Alors après, on va avoir ce qu'on connaît, nous, de par notre histoire, le théâtre antique, alors le lieu, mais aussi le type de théâtre. On va appeler le théâtre classique, qu'on connaît. On va avoir le théâtre contemporain. Alors vous voyez, déjà, on va commencer à brasser plusieurs auteurs, avec Échille, Sophocle, Euripide, mais aussi Molière, qu'on connaît bien, Racine, Shakespeare. Plus récemment, Ionesco, Beckett, Coltès, et puis Pomera, qui sont des metteurs en scène et des auteurs que l'on peut voir aussi dans la diffusion, ne serait-ce qu'au manège en ce moment. Comme art sensible de transmission d'histoire et d'enjeux. Parce que là, ces auteurs-là ont mis au cœur des enjeux de société, avec des intrigues, avec de la passion, de l'émotion. Ce qui nous amène sur ces genres qui peuvent être la tragédie, mais il y a aussi la tragicomédie, et la comédie. Alors, je m'arrête un peu sur la comédie parce que
il y a un élément qui est important dans la comédie, c'est un outil qui est très fort, c'est la question de la moquerie. C'est-à-dire que si on n'a pas cette capacité à se moquer d'eux, et quand on voit le théâtre qui était développé par Molière, c'était lui, il était même payé par le roi pour se moquer des puissants. Donc vous voyez, il y a cette question de se moquer d'eux. Et on se moque aussi des situations. Et on essaye de se moquer par rapport à quelqu'un qui est dans une classe sociale supérieure. C'est tout l'art du clown d'ailleurs. Si on reprend même je fais un petit écart, mais si on regarde le personnage de Charlot, alors là on est dans le cinéma, et vous voyez, on est sur un personnage qui est au plus bas de l'échelle sociale. C'est un clochard. Et lui, il va déjouer les puissants. Alors, je l'ai mis là aussi, le théâtre de manipulation, parce qu'ils ont eu très longtemps été mis de côté, que ce soit la marionnette à Gaine, avec Alain Recoin. Ses enfants ont repris un peu la transmission. Et bien entendu, on connaît les marionnettes à fil, on connaît les marionnettes à tige. Enfin, vous voyez, il y a toute une déclinaison, mais il y a aussi quelque chose qui est devenu très intéressant, c'est le théâtre d'objets. C'est comment, à partir d'un objet, on va pouvoir investir des thèmes qui sont très forts sur la mort, sur le cancer. Moi, j'ai vu des textes montés sur le cancer. C'était un marionnettiste qui avait avec une cigarette allumée. Et la force de l'objet, à partir du moment où il y a cette capacité à déléguer, l'acteur qui délègue à l'objet, il prend toute sa vie cet objet-là. On a connu aussi, ça a été remis un peu au bout du jour à une période, le théâtre de papier. C'est un peu comme le kamishibai pour ceux qui connaissent, mais là on manipule des tiges avec des aplats en papier et on peut évidemment donner un texte qui est adapté à cette manipulation. Également, sous le terme social, je vais y mettre tout ce qui va être réflexion. Et là, je mets mon focus sur le théâtre de l'opprimé, qui a été amené par Augusto Boal, au Brésil, avec ses déclinaisons sur le théâtre forum, c'est-à-dire qu'on présente une scénette où il y a une problématique qui est posée, où il y a une oppression qui est donnée, alors ça peut être sur le thème de la vie familiale ou de l'entreprise, et on la joue une fois, le public voit, et à la deuxième fois, le public, il est sollicité pour intervenir, et pour trouver les moyens de lever cette oppression et d'avoir une solution. Alors, c'est souvent utilisé dans les soirées de parentalité, sur la question de l'autorité, etc., mais aussi en entreprise. C'est pas mal utilisé par des collègues actuellement sur tout ce qui est relié à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc là, on a tout ce qui est forum social, mais on a aussi des auteurs qui se sont engagés, qui ont fait un théâtre qui a une dimension politique. Je ne dis pas forcément du théâtre politique, mais qui font politiquement du théâtre. Et même, ça pourrait être un pléonasme de dire ça, puisque déjà, le théâtre a un point de vue sur la société. Je pensais, moi, à Dario Fo en Italie. Dario Fo qui, puisqu'on parle aussi de la vie, est parti sur un fait divers, dans un commissariat dans les années 20, un anarchiste qui a été défenestré. Et à partir de là, il a créé ce spectacle qui était très très comique sur mort accidentelle d'un anarchiste. Vous avez aussi Les Justes de Camus, où Camus va s'intéresser à la question du terrorisme. Est-ce que ça vaut le coup de tuer un enfant pour ses idées? Donc vous voyez, ils amènent déjà dans la proposition artistique des thématiques de réflexion qui sont en lien avec notre propre vie. Alors moi j'affectionne beaucoup Calafert, Un riche, trois pauvres, sur les inégalités, sur l'état du monde. Il y a aussi les questions de la mort, on pense à Denise Bonal sur Les cendres et des lampions, où là elle fait jouer des morts. Et ils démarrent tous par je suis né, je suis mort, et ils développent, et on a un petit parcours de vie qui est mis en narration tout au long de l'écriture.
Alors évidemment, et je sais qu'il y en a ici qui sont des fervents, le théâtre amateur. Et on oublie souvent de dire que le théâtre amateur, par définition, c'est celui qui aime. Donc on est dans une région où le théâtre amateur est très développé, tout l'Ouest. La Vendée a toutes ses troupes, ses compagnies de théâtre amateur. On en connaît, les Carquilles, mais il y en a plein d'autres. Et c'est intéressant de voir ce vivier culturel qui propose des rendez-vous. Il y a même des cars qui viennent du Bocage pour aller voir, je pense, le théâtre, le spectacle du théâtre de la Génétouse chaque année. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc le théâtre amateur a son importance parce qu'il ouvre aussi au théâtre professionnel. Il y a de nombreux, et moi j'en fais partie, de comédiens qui ont été amateurs et qui ont pu suivre une formation et s'engager de l'autre côté dans le secteur professionnel. On faudrait pas oublier aussi la part d'éducation. C'est-à-dire que le théâtre amateur, c'est aussi de la formation. C'est aussi le théâtre amateur qui est dispensé dans les clubs, dans les communes. C'est aussi le théâtre amateur qui est dispensé dans le secteur de l'enseignement. Donc on voit bien comment ça s'est développé et, par les ateliers, les écoles, mais aussi les festivals et les rencontres. On a dans notre région le festival de Noirmoutier, avec l'association Vents et Marais, qui depuis de longues années organise un festival pour les lycéens, pour les collégiens, pour les primaires. Et ça, c'est important de le signaler par leur militantisme. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'improvisation. Alors l'improvisation, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ce n'est pas uniquement lié qu'au théâtre, parce qu'on en fait tous, toute la journée, on n'arrête pas. Et comme disait Peter Brook, c'est la disponibilité à l'inattendu. Et j'aime bien cette définition-là, même par rapport à la vie. Comment, nous, on aime bien que les choses soient bien rangées et prévues, et puis il y a un inattendu qui vient se mettre là-dedans, et il faut faire avec. L'improvisation, elle est importante pour la recherche artistique. À partir d'un texte, à partir d'une idée, c'est comment sur un plateau, un espace où on va se mettre en jeu, on va essayer de créer. Il y a du théâtre d'improvisation, il y a des matchs d'improvisation, où le public est sollicité pour donner un thème, et les comédiens peuvent improviser autour de ce thème-là, et nous raconter une histoire. L'intérêt, c'est de le rendre complètement contemporain, c'est-à-dire qu'on peut se saisir aussi de thèmes qui sont actuels, voire politiques, pourquoi pas, et de les développer. Alors, je l'ai mis sur ce thème-là, parce que je n'ai pas trouvé d'autres emplacements, sur le café. Alors, ce n'est pas uniquement prendre du café, mais la question du café-théâtre. Le café-théâtre qui est souvent relié à un seul en scène, ou on va dire du stand-up. Et là, on s'en rapproche de notre thème, puisque souvent, dans le seul en scène ou le stand-up, ce sont des artistes qui vont jouer des choses à partir de leur propre vie, à partir des problèmes qu'ils rencontrent. Ils vont pratiquer cette espèce d'autodérision de soi, et évidemment, par l'effet d'identification avec le public, on va se marrer ensemble. Mais l'idée, c'est de se moquer de soi avant de se moquer des situations. Donc je l'ai mis là-dedans, seul en scène. Alors là, on commence à rentrer dans un théâtre autobiographique. Autobiographie, bio, la vie, graphène, l'écriture. J'écris, moi, sur mon histoire. Et je pars de mon histoire de vie, pourquoi pas. Et je suis en train de développer ce propos-là. On peut citer Sénèque, Molière. On peut citer Philippe Cobert, si vous connaissez, qui a longtemps travaillé avec Ariane Mnouchkine et qui a fait tout un cycle de spectacles sur sa relation avec Ariane Mnouchkine. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure, en Pologne, il y a un metteur en scène important, Tarzos Kantor, qui lui se mettait en scène avec ses comédiens. Et il y a un spectacle fameux sur la classe morte qui était joué dans les années 70. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, on ne va pas oublier aussi cette part de théâtralité dans les conférences gesticulées. Vous avez peut-être assisté à des conférences gesticulées où le principe, c'est de partir de quelque chose une expérience vécue, donc ce qu'ils appellent en éducation populaire un savoir chaud, pour en faire un savoir froid, c'est-à-dire à partir de l'histoire que je raconte, de ce que j'ai vécu,
on va essayer de la théâtraliser, de la rendre intéressante, et puis de la mettre en jeu, J-E-U et J-E, mais aussi trouver des angles de réflexion à développer dans un deuxième temps sur un débat qui peut s'organiser par la suite. L'idée, c'est aussi d'amener un peu de théorie. Alors, ensuite, dans les mots un peu en étoile sur cette arabesque, il y a le théâtre professionnel, avec les métiers. Et puis, quand même, il ne faut pas l'oublier, toutes les professions, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est important de comment la vie est portée en équipe par les auteurs, déjà, par les comédiens, les metteurs en scène, les techniciens, les musiciens, les scénographes, les décorateurs, les régisseurs, les techniciens, les diffuseurs. Vous voyez, il y a toute une organisation d'une économie, une économie qui peut paraître fragile, puisqu'il y a des artistes qui sont aussi, pour la plupart, dans une situation de précarité. C'est pas pour rien que vous avez entendu parler du régime d'intermittence du spectacle. C'est pas une obole, c'est un régime qui permet de sécuriser les métiers et de permettre aux artistes de travailler sans avoir trop le souci du lendemain lorsqu'ils arrivent à avoir atteint leurs droits, parce que ça, c'est pas du tout gagné. Et d'ailleurs, cette question du régime d'intermittence est toujours d'actualité actuellement. On verra avec la nouvelle ministre qui a été nommée, ou qui s'est nommée toute seule, je ne sais pas. Alors, oui, j'ai parlé des diffuseurs de spectacles. On a l'avantage d'avoir une scène nationale à La Roche-sur-Yon. Donc c'est intéressant de voir comment il y a ce souci de déterminer une programmation avec un cahier des charges qui est relié au fait qu'il y a un statut de scène nationale qui est relié avec le ministère de la Culture. Donc il y a aussi la priorité donnée aux auteurs. Enfin, vous voyez, il y a cette ouverture-là, de manière à avoir une culture, une offre culturelle qui ne soit pas rétrécie. Et ça, c'est important de comprendre ça, surtout dans les débats qu'on a actuellement entre une offre municipale et puis le fait qu'il y a une structure qui peut élargir avec d'autres disciplines. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure au pot, à la fin, si vous voulez. Je vais surtout pas oublier le jeune public, même si le jeune public, il est fait pour tout public. Mais c'est important de voir comment ça s'est développé, comment ça s'ouvre même au maternel, au bébé. J'ai vu des petites formes qui étaient proposées à des enfants dans des landaux. Enfin, ils ne sont pas dans les landaux, mais ils sont... Voilà, alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais déjà, vous voyez, ça nous donne un panel de ce qui peut être rattaché au mot théâtre. Et c'est surtout la question du spectacle vivant, c'est-à-dire que c'est vivant pendant le moment où on partage le spectacle, parce qu'on vit des émotions ensemble sur ce temps qui est éphémère. On ne le refera pas deux fois. Le spectacle demain ne sera pas de la même manière, même pour les comédiens. On croit qu'ils répètent, etc., et la même chose. Non, c'est toujours c'est comme une histoire d'amour, c'est toujours différent le lendemain. Et il y a cette idée aussi qu'on peut en parler entre nous après. Donc vous voyez, il y a une refiguration qui peut se faire par la suite. Donc ça, c'est intéressant parce que ça continue de se transformer. Alors, et si le lien entre le théâtre et la vie, ce serait de se dire que le théâtre comme art de l'existence, comme pratique, contribue à donner du sens et à enrichir notre vie. Alors, l'art imite-t-il la vie ou le contraire? Est-ce que le théâtre qui imite la vie ou est-ce que cela fonctionne dans les deux sens? Alors moi, je vais vous proposer des définitions. Je vais vous les lire et on va essayer. J'ai noté quelques idées qui émergent. Déjà, j'ai celle du Robert. Voilà, je commençais par le Robert, où là, on a donc théâtre non commun, emprunté au latin classique, théâtrum, le lieu de représentation et par métonymie publique et par figure scène, nom lui-même emprunté au grec théatron, mot dérivé de théa, c'est-à-dire l'action de regarder. À l'Antiquité, c'est l'endroit, là on parle du lieu, où se déroule devant des spectateurs un combat singulier, puis dans l'amphithéâtre, où sont proposés des spectacles publics à Rome. Donc là, moi j'ai noté déjà l'action de regarder, la scène, spectacle, public, et puis la notion de combat qui m'a intrigué dans cette définition, de cette confrontation.
Ça va faire un écho à tout à l'heure lorsqu'on va parler de conflit dramatique. Et puis, il y a une autre définition que j'ai prise dans un vieux, un incontournable et une Bible qui est le Bordas du théâtre, et qui est donnée par Alain Ray. Et lui, il dit quoi qu'il en soit, le théâtre est un processus organisé par l'être humain social selon un projet d'action à la fois fictif et réel qui signifie pour lui seul, c'est précisément dans le rapport entre le réel de corps humain agissant et parlant, le réel étant produit par une construction spectaculaire et une fiction ainsi représentée que réside le propre du phénomène théâtre. Bon, c'est Alain Ray. Moi, je note processus humain et social, réalité, la question du corps, l'investissement du corps qui me paraît important, avec l'idée d'action, la parole et puis la fiction. Parce que même si on s'appuie sur notre propre vie, on va être dans une transposition, dans une refiguration fictionnelle. Fictionnelle au sens des faits de l'imaginaire. Ça va ? Ah oui, j'adore. Super. Merci du feedback. Alors, le dernier, c'est une philosophe universitaire et théoricienne de l'art, Rachel Radjalou. Alors, elle dit « Le théâtre comme art de l'existence, comme une pratique qui contribue à donner du sens, à conférer une cohésion, à enrichir la vie. Elle présente donc le théâtre comme lieu d'une interaction entre des spectateurs et des acteurs en situation de coprésence physique. Cette interaction se réalise par la nécessaire médiation d'une représentation comprise entre ces deux sens d'exécution et de participation. La nature de cette interaction peut être envisagée en termes de jeu, J-E-U. Ceci suppose qu'un ensemble de règles préside à l'exercice de ce jeu, tout en permettant l'ouverture d'un espace potentiel de liberté et de créativité. Et là, moi j'ai noté, art de l'existence, pratique, le sens qui est donné, la question de la cohésion. Alors, vice enrichi, non, il y a une coquille. Le lieu d'interaction et de médiation par le jeu. Donc ça, c'est important parce que les acteurs sur scène sont très réceptifs à ce qui se passe dans la salle. On sent quand on a une salle qui est concentrée et attentive. Et on sent quand les gens décrochent complètement. Et il faut savoir que sur une scène, vous voyez tout. Il tombe une plume des rideaux dans des cintres et vous regardez que la plume. Rachel Radjalou, elle a parlé de règles. Alors, on a vu les règles, on les connaît, les codes, les conventions sociales qu'on a quand on arrive au théâtre, qu'il faut éteindre son téléphone, ce que vous avez fait, pas faire de bruit, écouter, etc. Mais il y a aussi toutes ces règles qui sont liées à la construction de l'histoire. Alors, ah oui, j'ai un intermède. Je vous fais un petit intermède, ça va ? Tout va bien. Petit intermède de photos. On a parlé des théâtres comme lieu. Donc là, je vous ai mis une photo du théâtre antique d'Orange, celui de La Roche-sur-Yon, qui a été, je parle sous le contrôle de Daniel Ramponi derrière, qui a été rénové 2 fois, je crois. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne vais pas vous raconter une anecdote, mais bon, non. Alors, je vous ai mis Arlequin, qui est un personnage, je trouve intéressant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être proche des couches sociales du peuple. Parce que lui, il peut se moquer des puissants, il peut se moquer en tant que valet, il peut se moquer des propriétaires, voilà. Et puis je voulais vous montrer le masque, parce que souvent, les masques, on pense que c'est quelque chose qui est figé. Et là, les demi-masques qui prennent le haut du visage, mais qui laissent toute liberté à l'oralité du bas du visage, vous voyez comment ces masques, qui sont des masques en cuir, qui sont dans leur forme bien étudiée, qui prennent la lumière sans la réfléchir, permettent de donner des expressions très très différenciées. La commedia dell'arte, c'est pas du tout quelque chose d'ancestral, enfin c'est ancestral mais dans sa pratique, ça peut être recontemporanisé. Là je vous ai donné un exemple de l'âge d'or proposé dans les années 70 par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, où là on est sur des personnages très modernes. Et puis je vous parlais tout à l'heure de Tarzos Cantor, La classe morte, avec, vous le voyez, il est à droite,
Et il est dans cette classe où il est avec ses anciens collègues de classe, mais qui sont morts. Voilà, il raconte leur vie. Alors, je pouvais difficilement ne pas mettre Jean Vilar, qui est quand même une figure française historique par rapport à un théâtre populaire et qui soit un théâtre d'éducation populaire. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, sur quoi s'appuie la construction des histoires au théâtre? On a parlé des règles. Voilà, les histoires, comment elles se construisent? Avec quel mécanisme du récit? Et comment les histoires sont-elles fabriquées? Et là, on va parler de ce qu'on appelle la dramaturgie. Drama, en grec, c'est action. Donc la dramaturgie, ou les mécanismes du récit par rapport au théâtre, mais aussi par rapport au cinéma, par rapport à la bande dessinée, par rapport aux émissions de radio, vous voyez, il y a tout un panel de productions qui sont possibles. La dramaturgie va nous aider. Alors, la dramaturgie est régie selon une grammaire très simple, avec des mécanismes constants. C'est la forme de base de la construction qui prend appui sur personnage, objectif, obstacle, ce qui amène du conflit. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, dans Antigone de Sophocle, Antigone veut enterrer son frère Polynice et va se retrouver face à Créon. Donc là, ça va amener un conflit. Dans le Tartuffe de Molière, Orgon veut marier sa fille. Il va rencontrer des opposants au sein de son entourage. Les trois sœurs de Tchekhov veulent retourner à Moscou, le lieu de leur enfance, mais elles sont fragiles, hésitantes et perdues. Et là, on est sur des obstacles qu'on appelle obstacles internes, qui sont liés à leur état psychologique. Dans l'œuvre de Rostand, Cyrano veut séduire Roxane, elle va vivre une déception amoureuse. Dans Godot, Vladimir et Stragon vont s'ennuyer en attendant Godot. Et avant le coup de théâtre, où il y a l'arrivée du personnage de Pozzo. Donc la dramaturgie, elle est présente dans le théâtre, le cinéma et l'opéra, la radio, comme je le disais. Est-ce qu'il en est de même dans la vraie vie? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on serait, nous, des personnages, plutôt des personnes, qui avons un objectif et qui sommes confrontés à des obstacles dans notre existence, ce qui génère du conflit, soit du conflit intérieur, soit du conflit extérieur avec un protagoniste ou un antagoniste. Donc vous voyez déjà, le lien entre théâtre et vie, il se fait rapidement. Et notamment par rapport à ce qu'on appelle les mimésis, qui sont développés dans la poétique d'Aristote, les moments d'imitation. Alors, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, l'être humain a besoin qu'on lui raconte des histoires et de se les représenter dans différents contextes. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à Yves Lavandier, je vous donnerai il y a une bibliographie qui est à la fin du PowerPoint, et si ça vous intéresse, je pourrais vous laisser le PowerPoint, vous laisserez vos références d'adresse mail. Alors, Yves Lavandier, lui, il développe son livre en nommant les mécanismes du récit, puis à un moment donné, il dit, est-ce qu'il y a une recette? On aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a une recette? Alors, il faut lire le bouquin, et puis après, il dit, bah ouais, il y a une recette, et je vais vous donner la réponse. Ça pourrait être, il ne s'engage pas trop, 5% de talent et 95% de travail, pour écrire une histoire qui tienne la route. Donc, on peut s'y atteler, mais en tout cas, déjà, si on a intégré ces 5 éléments, ces 4 éléments, voilà, personnage, objectif, obstacle, conflit, eh bien, on a déjà des ingrédients pour commencer à travailler. Alors, pour faire le lien théâtre et la vie, je voulais faire ce petit parallèle, puisque théâtre, c'est aussi l'anagramme de... Donc, ça nous ramène à être ou ne pas être, on connaît tous. Donc ça va faire vraiment écho à la question du spectacle vivant, où on parle de vécu. Le spectacle vivant, c'est aussi le vécu, c'est l'expérience. Et est-ce que l'acteur est auteur de sa vie? Comment réfléchir à partir des expériences vécues? Que peut nous apporter la médiation théâtrale avec le théâtre, qui serait un théâtre dit sur mesure?
Et puis pour terminer, je voudrais juste vous laisser avec cette citation de Jean Vilar, qui fait bien le lien entre théâtre et vie. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Bon, je vais accélérer parce que je vais dépasser mon temps. Alors, on va passer à l'acte 2. L'acte 2, ça va? Tout va bien pour l'instant? C'est pas trop froid? Alors, l'acte 2, on va être se baser sur les récits de vie et ce que j'appelle le théâtre sur mesure. Alors, dans cette partie, je vais essayer de vous présenter l'approche théâtre sur mesure et je vais revenir sur les pratiques de jeu théâtral qui s'appuient sur le récit de vie. Alors, on peut dénommer déjà plusieurs formes qui ont des objectifs différents sur interroger, partager, répondre à des problématiques. On a parlé du théâtre de l'opprimé tout à l'heure. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le théâtre d'intervention, le théâtre miroir ou théâtre autobiographique de Fendler. Donc là, il s'agit de demander aux gens de jouer des séquences de leur propre histoire. Alors, soit ils les jouent, soit ce sont des comédiens qui reprennent l'histoire. Donc là, déjà, on est vraiment au cœur de l'autobiographie. Il y a Vincent de Goljac qui s'occupe, lui, en socioclinique des histoires de vie, et lui, il développe ça avec son mode d'intervention qui est proche de Fendler sur une intervention socioclinique, où là, il va travailler avec des groupes. Mais pareil, on part sur des faits vécus, des groupes. Alors ça peut être en entreprise, ça peut être des associations, mais on se base vraiment sur le vécu des gens et on leur fait rejouer des situations. Ça peut avoir sa critique. On connaît le jeu dramatique dans un cadre très particulier qui est celui de l'accompagnement thérapeutique, avec le psychodrame de Moreno, où là, dans un processus et une stratégie thérapeutique, il s'agit de faire rejouer des épisodes en général qui ont été douloureux par les personnes, où elles choisissent les protagonistes, mon père, ma mère, ma sœur, etc. Mais là, on est dans un cadre qui est fermé, puisque ça appartient au domaine du contrat thérapeutique, on va dire. Nous, par rapport à Théâtre sur mesure, quand je dis nous, c'est avec mon équipe, on va essayer d'être sur l'écoute, la réflexion, et puis de travailler sur la production de savoir avec les gens, et puis d'inventer une forme artistique avec eux. Donc c'est une approche que moi j'ai pu expérimenter et puis sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années, avant avec une première compagnie à La Roche-sur-Yon, maintenant avec À toute vapeur à Nantes. Et donc on va s'intéresser à la question du récit de vie, mais du récit d'expérience. Et là-dessus, on peut se dire que le récit va être intéressant, puisqu'on va aussi s'intéresser au sens qui est développé à travers l'émission du récit. En sachant que quelqu'un qui nous dépose son récit, c'est jamais anodin, et notre récit nous appartient, et on a une écoute qualitative à avoir, et éviter, on va dire, une collecte sauvage que j'ai pu voir moi, de récits auprès des anciens ou auprès d'autres personnes. Donc récit de vie, histoire de vie. Récit de vie, on va être sur ce qu'appelle Daniel Berthaud, le sociologue. Tout simplement, on en fait tout le temps, mais là, on va être sur un mode de recueil de données qui est utilisé en sociologie. C'est le récit que fait une personne à une autre, de son expérience de vie, dans une interaction de face à face. Bon, c'est utilisé dans une sociologie, on va dire, plus qualitative. On n'est pas sur les statistiques, on n'est pas avec des questionnaires. On va essayer de rencontrer les gens de manière un peu plus profondément. Si on regarde un empan temporel beaucoup plus grand, sur un parcours de vie, on va être donc sur l'histoire de vie. Et là, on va, selon la présentation, tout à l'heure je vous ai fait une présentation de mon parcours, très succincte. Je me suis arrangé pour sélectionner les épisodes les plus valorisants, comme vous avez pu le voir. Mais vous voyez, on sélectionne les empans qui nous intéressent, mais qui donnent une idée dans la narration que l'on fait de soi-même pour l'autre, pour communiquer auprès de l'autre. On est en général dans ce qu'on appelle une relation dialogique. C'est des termes qui sont utilisés par Martine Ladibel, qui est venue l'année dernière sur
une thématique plus liée au secret familial, mais aussi la dialogique, c'est développé par le philosophe français Edgar Morin, que vous connaissez certainement. Donc on est dans l'idée qu'on n'a pas la même logique, on n'a pas les mêmes cartes du monde. Il faut qu'on puisse développer qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'autre en me mettant en relation avec lui, d'où cette petite ampoule qui s'allume par rapport à cette étape qui est importante dans l'échange de l'expérience vécue, qui est la conscientisation, qui est la prise de conscience, et qu'est-ce que ça m'amène, moi, comme réflexion, et qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme savoir de vie ou comme savoir de moi-même. Alors, le théâtre sur mesure, origine, je vous en ai donné quelques mots tout à l'heure par rapport à mon parcours. C'est un biais, hein, c'est comment fabriquer du spectacle ou amener une médiation artistique sur un événement, sur un colloque, sur un questionnement de collectif, sur un séminaire, sur un anniversaire. Hier soir, on était au vœu du maire de Venanceau, vous imaginez le truc? C'est la première fois que je faisais les vœux du maire de Venanceau. Et là, il fallait, dans ce cadre-là, pas se louper, parce qu'on avait une responsabilité sur le plan de quel regard on pose sur le politique. Et comment on se réfère à Arlequin, comment on se réfère à celui qui est en bas et qui va interpeller celui qui est puissant. Donc je pense qu'il se souviendra de nous, le maire de Venançon. Alors qu'est-ce que c'est qu'Esaco? Alors en général, on est d'abord dans on répond à une demande. Et souvent les gens ils demandent ça va me coûter combien? Et je suis infoutu de dire, puisque l'idée c'est qu'on va fabriquer ensemble, on va construire ensemble. Donc déjà on part du questionnement que les gens peuvent avoir sur l'idée qu'ils se font de ce que ça pourrait être, et puis on avance pas à pas. Le chemin se fait en marchant. D'accord? Et on élabore un projet qu'on va mettre par écrit, avec des objectifs, avec des modalités d'application, et puis on va pouvoir, tout au long de ce processus qui est très enrichissant, aboutir à un objectif qui est la présentation. J'y reviendrai tout à l'heure dans les exemples et les expériences vécues. Alors on est sur différents thèmes. Là je vous ai donné les thèmes qui reviennent souvent. La relation parents-adolescents, la parentalité, le travail et le handicap, le harcèlement scolaire, la souffrance au travail, l'éthique de soins, l'histoire et la mémoire collective, le patrimoine culturel immatériel, l'histoire locale. On essaye toujours d'amener aussi des textes qui se réfèrent, des textes d'auteurs, du répertoire, qui peuvent se référer à ces thématiques-là, mais aussi on écrit avec les gens. Donc ça c'est important que leurs paroles soient transformées en écriture fictionnelle. Alors on est toujours dans quelque chose qui se construit au fur et à mesure, tâtonnement, expérimentation, et puis on va essayer d'aboutir à quelque chose qui soit source d'émancipation. Alors, oui, je parlais tout à l'heure du récit. Ce qui va nous intéresser dans le récit de l'autre, c'est qu'il va se décomposer en plusieurs niveaux qui sont entremêlés et intriqués. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations qui sont de l'ordre du factuel, ce qui s'est passé, de comment j'ai ressenti les choses, c'est-à-dire ce que cela m'a fait, sur le ressenti. Donc là, on est vraiment sur le récit d'expérience, ce que j'ai pu faire. Et puis, il y a l'étape qui est intéressante pour passer au niveau 3, si je puis dire, ce que je fais de ce que cela m'a fait. C'est-à-dire le sens qu'on produit. Quelle prise de conscience, avec la réflexivité, je vais avoir sur l'événement qui m'a traversé, dans lequel je suis pris émotionnellement, et qu'est-ce que j'en déduis de ça? Quelles leçons j'en tire? Ça va? Alors, là j'ai pris ça cet après-midi avant de venir, j'ai trouvé ça. Bessin Miftu, c'est une romancière suisse, d'origine albanaise, et qui a écrit un livre, je vous redonnerai la bibliographie, il m'échappe là. Mais l'homme ne peut pas se contenter de subir la vie, il a besoin de la comprendre, et les récits en constituent un des moyens les plus propices. Donc, à travers ça, ce sont nos récits, mais c'est aussi les récits imaginaires, les histoires qu'on se raconte, c'est aussi le théâtre. Acte 3. Donc, avant l'acte 3, en général, il y a un coup de théâtre, il y a un événement
quelqu'un qui rentre, il y a un personnage qui rentre dans la salle. Enfin, vous voyez, par rapport à une construction dramaturgique, il y a toujours un événement avant l'acte 3 qui est le dénouement en général, l'acte 3, sur une construction en 3 actes. Il y a des constructions en 5 actes, et je ne vais pas y revenir. Bon, là, je vais vous emmener plus sur le terrain de vous présenter des expériences que j'ai pu mener. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a des locales, il y a des pas locales. Donc, je vais vous redonner ces présentations, en sachant que Théâtre sur mesure comme médiation artistique, eh ben, on va aller sur la vie dans la ville, avec des expériences qui sont liées à l'histoire et le patrimoine. La vie dans le quartier, donc là je vais vous présenter 2 expériences sur le mémoire collectif local. La vie en famille, sur la relation parents-adolescents. Et la vie au travail, avec les professionnels de la protection de l'enfance, avec lesquels j'ai pu travailler, je vous expliquerai comment. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient la demande, le projet, la méthodologie qui est singulière à chaque fois, et puis la forme artistique qui s'est développée, avec quelle suite, quelle perspective, s'il y en a. Alors, premier exemple, peut-être qu'il y en a qui connaissent, pendant 4 ans, on a pu, avec l'équipe municipale de l'époque, notamment Martine Chantecaille, qui était aux responsabilités au niveau culture et patrimoine, eh bien, faire une visite de l'hôtel de ville, puisqu'il y avait 2 monuments emblématiques à La Roche-sur-Yon, qui étaient des monuments napoléoniens, enfin en tout cas d'inspiration napoléonienne, le théâtre municipal, qui était visité et pris en charge par une compagnie de théâtre qui s'appelait Le Galion à l'époque, vous avez peut-être connu, et nous, avec la compagnie avec laquelle j'étais, il y avait donc cette visite de l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville, il est intéressant parce qu'il fait le lien avec notre thématique de ce soir, puisque l'hôtel de ville, par définition, ça parle de nos vies en tant que citoyens. Donc là, on a pu mener un travail avec l'élu en question, mais aussi, surtout, avec les agents. Les gens qui travaillent à l'état civil, au mariage, enregistrer les décès. On a, à l'accueil, on a pu travailler avec les élus qui délibèrent sur les conseils municipaux. Et donc, à travers tous les espaces qui nous sont donnés dans l'ancien hôtel de ville, que vous connaissiez peut-être pour la plupart, eh bien, on avait une intervention qui permettait aux gens d'aller de l'accueil, du hall d'accueil, enfin, en passant d'abord par le jardin, parce que le jardin de la mairie, il est très important, il est à protéger même, le jardin de la mairie, l'accueil, et on montait dans les étages, la salle de mariage, et on terminait par une délibération du conseil municipal avec le public, avec le comédien que vous voyez qui est perché sur la table du maire, et qui, en l'espace de 4 minutes, on avait voté une motion, et on finissait par une photo pour rentrer au patrimoine de l'Ouest. Alors, c'est intéressant parce que ça nous amène sur la question de l'histoire commune, l'histoire qui nous appartient, la grande histoire, mais aussi les anecdotes qui nous étaient relatées, qu'on ne pouvait pas inventer, les anecdotes qui étaient données par les agents et par les gens qui fréquentent le théâtre. Il y avait une anecdote qui me venait tout à l'heure, je n'ai pas donné, c'est la question sur la mort au théâtre. Il y a eu, on nous a relaté qu'à une présentation des travaux du conservatoire, il y avait la famille d'une jeune fille qui se produisait sur scène, toute sa famille était là, et sa grand-mère, pris d'émotion, a eu une crise cardiaque. Et donc il y a eu il y a eu une personne décédée dans le théâtre. Donc vous voyez, la vie théâtrale et la mort sont liées. Alors, autrement, on a pu, avec l'association du patrimoine lyonnais, on a pu mener un travail, alors à la fois avec des historiens, à la fois avec des militants d'histoire, des profs d'histoire, et puis des lectures, etc., pour mettre en place cette visite de La Roche-sur-Yon qui était proposée pendant 4 ans, surtout il y avait les Lyonnais, mais il y avait surtout des gens qui venaient en vacances pas très loin et qui pouvaient visiter La Roche-sur-Yon, avec l'idée qu'on allait essayer de traverser le temps, parce qu'il y a des éléments qui sont datés à La Roche-sur-Yon, la place Tape, mais après, il faut qu'on rentre dans une ère un peu plus contemporaine. Donc il faut trouver une narration à partir de ça. Donc on avait travaillé avec les personnes de l'association du patrimoine lyonnais, et l'idée c'est aussi toujours de comment on peut relier avec l'historicité la petite histoire et la grande histoire.
Donc là, vous reconnaissez le Pentagone. Et puis derrière, inutile de vous le présenter. Alors, là, c'est un travail qui a été mené sur les pyramides à La Roche-sur-Yon et qui n'a pas abouti comme moi j'aurais souhaité. J'aurais bien, parce que je dois avoir ça d'archives et à la maison de quartier aussi, mais ils n'en font rien. Donc, pareil, on a mené des ateliers collectifs. On avait des personnes ressources, c'est-à-dire les habitants se sont saisis de ce projet pour convoquer des anciens directeurs. Voilà, comment stimuler la mémoire auprès des gens. Et puis, comment entrer dans l'histoire. Donc, sur 2 années, on a essayé de voir comment on allait fêter cet anniversaire de la création du quartier, 50 ans, et l'anniversaire de la maison de quartier. On a pu aboutir à une restitution où j'ai pu avoir, moi, les 3 maires de l'époque, puisqu'on avait Jacques Oxiot qui est à l'origine de ce chamboulement du quartier. On avait Pierre Regnault qui venait juste de sortir et Luc Boire. Donc il a fallu trouver le moyen qu'ils se disent bonjour, mais enfin bon, ça a pu se faire. Comme quoi la médiation artistique peut devenir une médiation plus ou moins amicale. Je vous ai mis cette photo-là qui vous donne un aperçu de comment on peut stimuler la mémoire. Il y a eu une soirée organisée à la maison de quartier des Pyramides, où avec un historien qui avait trouvé dans les archives municipales et départementales des photos aériennes et des photos du quartier. Et on a balayé peut-être une 50aine ou 60 photos. Et les personnes qui étaient là, il y avait une centaine de personnes, comment cette technique du photolangage a pu raviver les souvenirs, mais aussi les discussions, voire les négociations, parce que, ouais, mais le café machin, il n'était pas là, il était là, enfin, vous voyez, donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Et c'est un peu comme un défilé d'un album photo, mais grandeur nature. Là, c'est la dernière que je vous ai trouvée de 2015, mais je trouve ça intéressant de voir comment on peut amener les gens à prendre la parole, à se mettre en récit. Alors, ça c'est un autre type de travail que je vais essayer de prendre le soin de vous expliquer parce qu'il est intéressant sur... ouais, je vais accélérer. À Rezé, il y a dans une impasse une maison de quartier qui s'appelle le Port au Blé et la municipalité de l'époque voulait raser la maison de quartier. Donc les habitants que j'ai pu rencontrer étaient partis sur l'idée de on va prendre le temps de raconter cette histoire et puis cette mémoire pour pas que ça parte aux oubliettes. Donc je fais un atelier avec eux où comme ils avaient le projet de récolter la mémoire collective sur le quartier des habitants, ils se forment eux-mêmes à la démarche des histoires de vie, c'est-à-dire qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes avant de l'appliquer à d'autres personnes, pour en comprendre les effets. On fait des recherches sur le plan des archives, etc. etc. Et on arrive donc à un moment où il y a le Covid, avec le confinement. Mais il y a une telle détermination à produire un objet artistique, que eh bien, les mails, heureusement, il y avait l'Internet, ça a mis en ébullition et un travail qui a pu donner, à la fin du premier confinement, cet ouvrage-là, sur lequel on a pu travailler sur différentes thématiques. Et puis, il y avait l'idée de, c'est devenu un objet de résistance. C'est-à-dire, après avoir acté le fait que, elle allait être rasée, là, on en faisait un objet de résistance, on voulait la garder. Et là, je leur ai dit, à ce moment-là, on peut faire un temps de restitution. Et puis à cette restitution, eh bien, on pourrait amener la population, vous allez présenter votre méthode, mais aussi les élus. Il y a eu un changement de municipalité. Donc on fait le changement, et on avait mis dans le programme qu'il y avait une personne de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui allait venir et qui était très intéressée par ce projet fait par des femmes pour la plupart. Et arrive le personnage de Marie-Christine Ansolex qui déboule et qui, elle, à sa manière, a pu dire autrement, comme un canular, de manière comique. Donc là, on est dans de la comédie. Vous voyez, la comédie qui peut aussi porter du sens pour dire tout l'intérêt de ce projet et de cet ouvrage, et qu'il ne fallait pas raser la maison de quartier, qui 2 ans après a été rasée. Voilà. Alors, je vais faire très vite. Ça, c'est l'herbergement. C'est un travail avec les ados. Donc ça, c'était intéressant parce que j'ai mis des comédiens professionnels avec des ados.
Et les comédiens ont joué des ados, les ados ont joué des parents. Enfin, voilà, ça donnait lieu aussi à des ateliers avec les parents qui étaient mêlés à ce travail-là. Et j'en arrive à un professionnel de la protection de l'enfance, où là, on est plutôt sur ce que je vais appeler, moi, prendre en compte les récits de souffrance au travail. On est en 2021. Ils ont mené plusieurs initiatives pour se faire entendre auprès des autorités du département par rapport à leurs conditions de travail. Ils ont fait des manifs et ils ont une journée qui s'appelle la journée des acteurs de la protection de l'enfance, qui est une journée de formation durant laquelle il y a une thématique. Cette année, c'était la thématique des professionnels. Et moi, quand on m'a demandé avec mon équipe, j'ai mené des ateliers avant pour les écouter. On avait 5 ateliers avec 10 personnes à chaque fois. Donc vous voyez, il y avait des choses à déverser. Et à partir de là, on a essayé d'en faire une... Est-ce qu'on a le temps, Stéphane? On aura le temps, c'est juste diffuser le résultat. Ouais, Stéphane, si tu veux bien, le temps. Ouais, bah là... Ouais, puis je finis. Et on va vous montrer, c'est le film de ce qui a été réalisé à partir de leur récit, de leurs paroles, en sachant que ce qu'ils ont amené comme matériaux, on l'a retissé, on l'a recomposé, refiguré, pour en faire quelque chose de théâtral. Je laisse le soin à Stéphane de préparer la suite. Alors là, il s'agissait aussi d'amener le théâtre, on va dire traditionnel, c'est-à-dire une parole sérieuse, assumée, avec un investissement émotionnel, mais aussi on a amené du théâtre d'improvisation, pour renouveler, et aussi le personnage de Marie-Christine, qui, elle, s'est plus centrée sur la question qui était quand même d'actualité, sur le renouvellement des familles d'accueil, les assistants familiales. Donc là, ce que je vous propose, c'est... Comment ? Je me suis bien fait avoir. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est la première scène. C'est après le discours d'Alain Leboeuf, pour vous mettre dans l'ambiance. Là, on a Mission Impossible. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Ludivine. Je m'appelle Clarisse. Je m'appelle Jérôme. Karine. Rosalie. Céline. Jean-Pierre. Stéphanie. Coralie. Élise. Marc. Marie-Thérèse. Adèle. Laurence. Philippe. Je suis éducatrice spécialisée. Je suis assistante sociale. Je suis puéricultrice. Je suis responsable éducatif. Éducateur de prévention. Psychologue. Agent d'insertion. Responsable juridique. Infirmière. Médecin. Secrétaire. Professeur des écoles. Coordinatrice. CPE. Agent d'entretien. Nous sommes des professionnels de l'accompagnement, de la relation d'aide, du soin. Nous travaillons avec les familles et les parents pour l'avenir de l'enfant. Pour certains, nous avons du mérite, et pour d'autres, nous sommes ceux qui boivent du café jusqu'à 10h du matin. Eh oui, mais nous agissons, nous protégeons, nous prenons soin. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être éducatrice, m'occuper des autres. C'est un travail que j'aime faire. Monter des projets, être en contact avec les jeunes, être dans l'action, ça me stimule. Actuellement, j'ai plus de 25 situations à suivre sur mon territoire, avec des enfants d'âge différents. Les écouter, les aider, partager les visites avec les parents. Pendant la période du Covid, ça a été très dur. Et maintenant, il faut recoller les morceaux. Après mon diplôme d'éducateur spécialisé, j'ai voulu travailler dans un internat, dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social.
Mais il faut savoir que l'internat, c'est des soirées, des week-ends en moins avec ses proches. Depuis plusieurs années, je vois des situations familiales de plus en plus violentes, des enfants très abîmés, agressifs. Et nous, on fait ce qu'on peut pour éviter les drames. Quand mes enfants sont partis au lycée, j'ai repris des études pour devenir éducatrice spécialisée. J'ai choisi de travailler à l'ASE, où j'ai trouvé ma place. C'est là que je devais être. Moi, j'encadre à l'ASE une équipe d'éducateurs, de suivi de placement et puis d'assistants familiaux. Je suis là pour les soutenir, pour trouver des solutions quand ils rencontrent des problèmes. J'aime ce que je fais, mais c'est pas toujours facile. Mon métier, c'est comme un volcan, beau et majestueux au repos, mais un vrai cauchemar quand il rentre en éruption. Il faut toujours mesurer le degré d'urgence. Et à la longue, je trouve que c'est vraiment un métier de maso. Depuis 15 ans, j'accueille des enfants placés dans ma maison. Je suis assistante familiale. Avant, on disait assistante maternelle, nounou, maintenant on ne dit plus ça. Après mon agrément, j'ai fait une formation, j'ai obtenu un diplôme, et maintenant les éducatrices sont mes collègues. Ça, c'est très important pour moi. Nous, les assistantes familiales, on a l'enfant 24 heures sur 24. On n'est pas là pour le border ou juste pour lui moucher le nez. On est là pour faire en sorte que sa vie se passe au mieux, pour le protéger. Et quelquefois, ils nous disent ce qui s'est passé avec les parents. Alors nous, on fait quoi avec ça? Je travaille comme CPE dans un collège. J'ai un bon contact avec les élèves. Il y a peu, j'ai dû rédiger une IP, une information préoccupante concernant un des élèves. Et ça a été très difficile pour moi. Je sais que mes collègues et ma direction comptent sur moi pour ce travail, mais moi après, je suis tout seul. J'ai personne à qui en parler. Le métier d'assistante sociale, c'est le parcours du combattant tous les jours. Visite, entretien, téléphone, mail, protocole, re-téléphone, Zoom, tableau, rapport, dossier. Dans tout ça, moi, je me suis oubliée. Une fois, j'ai dû intervenir dans une famille pour séparer un couple. Je me suis retrouvée devant le mari, fortement alcoolisé, menaçant. Depuis, quand j'y pense, j'ai une peur panique. J'ai les larmes qui montent. J'ai l'habitude, pourtant, mais avec l'âge, ça passe plus. Ça passe plus. Mes collègues vous diront que je suis expérimenté, que j'ai de la bouteille, comme on dit. Mais là, je perds mon calme. Je m'énerve facilement, j'ai plus d'empathie, j'ai plus la motivation à travailler. On est en première ligne, comme ils disent à la télévision. Avec les portes qui claquent, les insultes qui fusent, les claques qui portent. Et à la longue, ça devient vraiment très lourd à supporter. Heureusement qu'il y a toujours Martine, notre secrétaire de service. Avec elle, je peux dire tout de suite ce que je vis avec les familles, après une audience ou après un coup de fil. Elle est toujours là pour me réconforter. Moi, avant, j'étais joyeux dans mon travail. Aujourd'hui, je vois, j'arrive au boulot, la boule au ventre. J'ai mal au dos, aux articulations. Moi, je me sens déconnectée du monde. Triste. Moi, je suis complètement flippée. Quand je rentre dans mon bureau le matin et que je vois tout ce que j'ai pas fait, j'ai peur de faire des conneries. Il faut savoir dire stop. Arrêtez les chronos. Trouver du sens à ce qu'on fait. Dire quand ça va pas. Demander de l'aide. On est formé à prendre soin de l'autre. Mais qui prend soin de nous? Qui nous protège? Je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation.